Bienvenue dans Tu manques pas d'art, le podcast pour les créatifs à écouter pendant que vous peignez pour faire le plein de nouvelles inspirations. Dans ce 8e épisode, nous abordons le thème de la publication de nos créations sur les réseaux sociaux. Que vous soyez simple spectateur, intéressé par la publication ponctuelle de vos créations ou par le développement d'une activité professionnelle grâce à eux, ce podcast devrait vous intéresser. Je remercie déjà Isabelle et Emma pour leur participation vocale que je ne manquerai pas de vous faire écouter dans cet épisode. Si vous ne connaissez absolument pas le fonctionnement d'Instagram dont nous allons beaucoup parler, je vous invite à visionner la vidéo d'explication que j'avais faite à son sujet et dont le lien s'affiche, notamment pour tout ce qui est algorithme, hashtag, etc. Alors je voulais commencer par partager avec vous les résultats de vos réponses à mes petits sondages réalisés sur Instagram. À la question de la fréquence de vos publications sur ce réseau social entre jamais, très rarement, de temps en temps et régulièrement, les résultats sont successivement de 27, 23, 28 et 22%, ce qui est pour le moins partagé, donc on se rend compte qu'il y a vraiment différents profils. Et en revanche, les avis sont plus tranchés sur la question suivante, étant donné qu'il n'y a que 2% des sondés qui ont répondu qu'ils préféraient publier leurs œuvres plutôt que de regarder celles des autres, contre 51% qui préfèrent regarder et 47% qui ont répondu aimer les deux, donc autant regarder les œuvres des autres que de publier leur propre création. Maintenant, pour ce qui est du gros du débat, à savoir ce que vous considérez comme étant les points forts et les points faibles des réseaux, là, on a eu pas mal d'avis différents. En général, tout le monde s'accorde à dire que les réseaux sociaux sont des puits d'inspiration et vraiment une chance inouïe de glaner des idées et des techniques en s'imprégnant de ce qui se fait ailleurs. On parle aussi beaucoup de l'opportunité d'avoir des regards extérieurs, voire des conseils sur ce que l'on publie pour obtenir des avis par le biais des commentaires, mais aussi de l'opportunité de toucher de potentiels clients. Le fait d'en savoir plus sur les artistes que l'on aime suivre est également revenu plusieurs fois, notamment par le biais des stories, qui sont souvent utilisées pour donner un aperçu de l'humain derrière les tableaux. Pour ce qui est des points faibles, celui qui est revenu le plus souvent est l'algorithme, quel que soit le réseau social. C'est l'algorithme qui décide du nombre de personnes qui verra ce que vous publiez. Et tout le monde est d'accord pour dire que cet algorithme est mal fichu. Il rend la visibilité difficile à avoir, il oblige à publier constamment, ou encore à faire des vidéos pour suivre la tendance alors que ce sont les photos qui correspondraient plus à notre activité. Et tenir le rythme, ce n'est vraiment pas une sinécure, surtout que ça change sans arrêt, donc ça demande quand même beaucoup d'efforts. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. On a cité aussi à de nombreuses reprises le sentiment d'infériorité qui peut se développer en étant soumis à de nombreuses réalisations qui sont extrêmement maîtrisées. Mais ça, c'est dû à ce fameux algorithme. Il faut bien en avoir conscience. Les posts qui sont les plus diffusés sont ceux qui attirent le plus l'attention. C'est comme ça que le réseau social décide de le diffuser encore plus. Donc forcément, les œuvres que vous voyez le plus sur votre feed sont les plus impressionnantes. Et c'est vrai que quand on est soumis qu'à des œuvres très impressionnantes, eh bien on a vite fait de se dire qu'en fait on ne fait pas du tout le poids et qu'on devrait se reconvertir dans autre chose au lieu de se mesurer à des pointures. Mais voilà, il ne faut pas oublier que notre vision est biaisée d'une part et que d'autre part, ces pointures ont été des débutants un jour. Et qu'ils ont eux aussi eu l'impression de ne pas savoir ce qu'ils faisaient à un moment ou à un autre. Mais la seule différence, c'est qu'ils ont continué malgré tout. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit des œuvres magnifiques qui défilent sur notre fil d'actualité, on peut aussi le voir comme un aperçu du niveau qu'il est possible d'atteindre avec suffisamment d'expérience et de pratique. Et là, si on arrive à changer notre état d'esprit, eh bien, ce qui était décourageant peut devenir une formidable source de motivation.
Et pour continuer sur les points faibles des réseaux sociaux, le point des critiques est également revenu à plusieurs reprises, avec notamment la crainte de recevoir des commentaires décourageants, d'un manque de bienveillance ou encore de susciter de la jalousie. C'est vrai qu'exposer, c'est aussi faire face au regard des autres, qu'il soit positif ou négatif. Et c'est réaliser que ce qu'on ressent face à la critique négative, qu'elle soit justifiée ou pas, ce n'est pas forcément ce que l'on aimerait ressentir. On aimerait tous que les messages blessants glissent sur nous sans nous atteindre. On aimerait tous voir des critiques négatives comme étant quelque chose de très constructif et une vraie opportunité sans que ça ne blesse notre ego. Mais ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas entièrement de notre bonne volonté, surtout quand on est une personne particulièrement sensible. Et personnellement, j'ai toujours essayé de voir ça comme une occasion de travailler sur moi-même. Je pense vraiment sincèrement que les haters que j'ai pu réunir au fil du temps m'ont vraiment aidé à prendre plus de recul et de maturité. Alors certes, de façon peu agréable, mais quand même redoutablement efficace. Vous avez également cité la crainte de voir vos créations copiées ou volées si celles-ci sont sur Internet. Ce n'est pas spécifique au réseau. À partir du moment où l'on peut voir votre dessin ou votre peinture sur un site, un blog, n'importe quel support en ligne, il est susceptible d'être récupéré illégalement. Moi, je mets en ligne mes créations depuis 2008 sur divers supports. Pour celles qui ont fait l'objet de tutoriels, il est tout à fait normal qu'elles soient copiées puisque c'est le but. En revanche, un nombre incalculable de mes portraits sur commande ont été copiés sans mon autorisation. Mis en ligne sans citer le modèle, ça ne fait jamais plaisir, mais ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir accepter. En revanche, il est vrai qu'il est beaucoup moins acceptable de voir ces créations commercialisées par des entreprises peu scrupuleuses. Et une pratique malheureusement répandue consiste à récupérer les œuvres de créateurs via une capture d'écran. Donc autant vous dire que ce n'est pas de la très grande qualité. Et de la faire imprimer sur des supports variés, ça peut être des mugs, des pochettes, des t-shirts, etc. Ça m'est déjà arrivé avec un vendeur Amazon. J'ai pu lui faire retirer les produits en le menaçant de le dénoncer à Amazon. Ça m'est arrivé aussi avec un vendeur sur Facebook. Alors lui, il avait carrément utilisé un bout de l'une de mes vidéos pour faire la publicité de la palette éventail que j'avais présentée. Et il a carrément utilisé une portion où on voyait mon visage. Comme il revendait la palette par dropshipping, en fait, il avait fait un spot qui diffusait sur le réseau social. Moi, je lui ai demandé de retirer la vidéo, il a refusé. Je l'ai signalé à Facebook, sa page a été désactivée. Après, il m'a supplié de réécrire à Facebook pour retirer ma plainte et j'ai refusé. Et j'ai également eu le cas d'une cliente de mes portraits sur commande qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait retrouvé son portrait sur un canevas à broder dans une mercerie. Et ça, c'est une entreprise française qui commercialise ces canevas. Et cette affaire n'est toujours pas résolue depuis 2 ans. Mais elle suit son cours et je compte bien faire une vidéo pour tout vous raconter lorsque les choses seront terminées parce que ça, je ne laisse pas passer. Conclusion, oui, le risque de copie et de vol est absolument réel, il faut en avoir conscience. Pour ma part, si je refusais de prendre ce risque, je ne pourrais pas vivre de ma passion, donc je l'accepte et je fais en sorte de me battre pour défendre mes droits lorsque j'estime que ça en vaut la peine. Un gros merci à tous pour vos participations fort judicieuses à mes petites questions. On a fait le tour de ce que je vous avais demandé sur Instagram, donc maintenant on peut passer au vocal d'Isabelle qui nous raconte son expérience avec ce réseau social. Bonjour Cindy et bonjour à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Merci de m'accueillir pour quelques minutes autour du sujet « Publier ses œuvres sur les réseaux sociaux ». Je trouve que les réseaux sont une source d'inspiration formidable et que ça permet de créer du lien avec des personnes qui ont les mêmes passions que nous. Pour ma part, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, sinon je regarde Instagram et Pinterest. J'ai commencé l'aquarelle en 2019 avec plusieurs périodes sans rien faire et j'ai repris plus sérieusement cette année. En parallèle, j'ai découvert les pastels et les crayons aquarellables, donc je pratique plusieurs médiums et je me considère comme débutante. Alors j'ai commencé une page Instagram en juillet et je publie environ 1 fois par semaine. J'ai beaucoup hésité avant de publier car j'avais de l'appréhension et peut-être trop d'attentes, à savoir
avoir des commentaires, des j'aime et puis des abonnés aussi. J'avais peur également de passer trop de temps sur Instagram et de peindre ou dessiner uniquement pour poster en fait, alors qu'à la base je peins par plaisir. D'ailleurs, ça m'arrive assez souvent d'ouvrir l'application plusieurs fois par jour et c'est pas ce que je préfère. Je disais que c'est une source d'inspiration, oui, mais il y a vraiment beaucoup de publications. Alors, comment se démarquer ? Je pense que trouver son univers et sa touche personnelle, ça peut prendre du temps. En tout cas, c'est mon cas. Je ne peins pas d'imagination, j'ai besoin d'un modèle ou d'un tutoriel vidéo. Je serais ravie d'écouter tes conseils, Cindy, pour savoir comment avoir plus de retours de la part d'autres passionnés comme moi, comment donner envie aux gens de commenter ou de s'abonner. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui débutent et qui souhaitent publier sur les réseaux, ce serait de ne pas se mettre trop de pression et que ça reste un plaisir de partager et pas une contrainte. Quand on n'a pas de j'aime ou d'abonnés, on peut vite être frustré, mais il faut savoir prendre du recul et se dire que si on aime une peinture qu'on a faite, d'autres l'aimeront aussi et d'autres ne l'aimeront pas, mais ça ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'on aime. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le profil Instagram d'Isabelle via le nom qui s'affiche à l'écran, Gomezi Arts. Merci à toi Isabelle pour ce retour d'expérience. Ton témoignage soulève un point super intéressant qui est la course aux réactions et le fait de peindre uniquement pour poster et non plus par plaisir. Je peux témoigner de ce phénomène parce que je l'ai vécu pendant plusieurs années et j'espère ne pas trop dégringoler dans votre estime. Je sais que ce n'est pas forcément ce que vous pensiez entendre, mais en toute honnêteté, j'ai énormément dessiné et peint dans le but d'avoir quelque chose à poster sur mes réseaux sociaux. Est-ce que je considère que c'est honteux ? Non. D'une part, c'est extrêmement courant chez les personnes pour qui les revenus dépendent de la taille de leur audience. Et d'autre part, ça a l'avantage non négligeable de nous motiver à garder une pratique assidue qui engendre forcément des progrès importants, que ce soit dans la technique, dans le style ou dans l'exploration de ce qui nous inspire. Maintenant, cette façon de voir les choses est très très loin de convenir à tout le monde. Pour toutes les personnes qui peignent pour leur loisir, pour se détendre, pour toute autre raison que celle de payer leurs factures, c'est probablement une mauvaise idée. La vraie question est, si vous ne voulez pas vivre de votre art, pourquoi souhaitez-vous créer une grosse communauté autour de lui ? Est-ce que sans cela, vous avez l'impression de ne pas avoir de légitimité dans votre loisir ? Avez-vous besoin d'une approbation spéciale pour continuer à explorer votre créativité ? Obtenir des réactions, c'est toujours intéressant parce que ça permet d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Et quand on crée, on ressent souvent le besoin de soumettre notre création à un regard extérieur. C'est vrai que les réseaux sociaux sont un moyen très facile de le faire. Il faut juste faire attention à ne pas transformer ce regard en une condition nécessaire pour continuer à pratiquer notre passion. Ça rejoint ce que tu disais d'ailleurs Isabelle à la fin de ton audio. Ne pas réussir à obtenir autant d'émulation que ce que l'on aimerait ne devrait jamais remettre en question notre passion. Et le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose d'important pour beaucoup d'entre nous. Dans mon cas, comme il s'agit de mon métier, il m'est parfois difficile de saisir la frontière entre ce que je fais pour répondre à ce besoin et ce que je fais pour m'assurer de pouvoir vivre de mon activité. Je pense que dans bien des cas, cette frontière est inexistante parce que forcément, si je peux vivre de mon activité, alors celle-ci m'offre ce sentiment de reconnaissance. J'ai déjà été déprimée par des posts qui faisaient un flop. J'ai déjà été sur un nuage quand des publications fonctionnaient très très bien. Alors loin de moi l'idée de juger ou de faire la leçon sur cette envie que nous sommes nombreux à partager, d'avoir plus de réactions ou de commentaires, je la comprends très très bien. Pour répondre à ta question, Isabelle, il m'est difficile de donner des conseils dans ce sens parce que l'algorithme est en perpétuelle évolution et demande toujours plus d'investissement. Moi, j'estime que je n'ai jamais créé de véritable émulation autour de mes publications. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui sont passés de 100 abonnés à 100 000 abonnés en quelques mois. Pour tout dire, j'ai mis 4 ans à dépasser les 10 000 sur Instagram. Tout ce que je sais se résume au fait de publier régulièrement, d'utiliser correctement les hashtags, soigner la présentation de ses créations en prenant des photos de bonne qualité, bien éclairées,
et laisser des commentaires aux autres utilisateurs. Entre parenthèses, oui, commenter pour avoir des commentaires, c'est éthiquement discutable. Aujourd'hui, on dit qu'il faut publier des vidéos plutôt que des photos, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, mais de toute façon, je vous encourage à chercher des informations récentes si votre but est de caresser l'algorithme dans le sens du poil. Il y a des tas de blogueurs et de youtubeurs qui sont spécialisés dans la réussite sur les réseaux sociaux et qui partagent leurs astuces et leurs informations, donc le mieux c'est de chasser les infos de leur côté en s'assurant que ce sont des infos récentes. Gardez bien à l'esprit qu'appliquer toutes les recommandations ne vous garantit pas d'avoir du succès. Et vous pourrez voir beaucoup d'exemples sur les réseaux de personnes qui semblent n'appliquer aucun conseil et qui pourtant ont une communauté énorme. Il y a une part de chance, ou du moins il y a une part de mystère dans le fonctionnement des réseaux. Et quand on fait tout pour augmenter sa communauté et que les choses stagnent, ça peut être très frustrant. Mais souvenez-vous de ce point, le nombre de réactions que vous recevez n'est en aucun cas représentatif de la valeur de votre travail. Attention à ne pas commettre l'erreur d'acheter des abonnés. Certains sites vous le proposent moyennant une certaine somme d'argent. On vous fait miroiter un gain de temps extraordinaire, mais ça va avoir pour effet de pourrir vos efforts. Vous allez ajouter des centaines de faux profils à votre compte. Donc ça va gonfler votre compteur d'abonnés de manière artificielle. Ces faux profils ne vont pas réagir lorsque vous publierez vos posts parce que ce ne sont pas des vraies personnes. Au mieux, l'algorithme en déduira que vos publications ne sont pas intéressantes puisque les gens ne réagissent pas trop et ils ne vont pas les diffuser à grand monde. Au pire, vous serez identifié comme ayant acheté des faux profils, ce qui est interdit par les réseaux sociaux, donc vous allez être blacklisté sans forcément le savoir. J'ai déjà été blacklistée. Je peux donc vous en parler. À mes débuts sur Instagram, je m'abonnais au profil d'un artiste dès que je croisais un tableau que je trouvais joli. J'ai atteint, je crois, plus de 1000 abonnements, ce qui m'assurait de voir toutes sortes de créations à chaque fois que j'ouvrais mon application. Mais le problème, c'est que parmi ces personnes-là, il y en avait certaines qui m'intéressaient plus que les autres et qu'elles se retrouvaient noyées dans la masse. Alors maintenant, je crois qu'on peut mettre en favori certains créateurs, mais bon, bref, à un moment, j'ai voulu faire un gros tri dans mes abonnements pour ne garder que mes créateurs préférés et pour pouvoir vraiment bien les suivre et voir toutes leurs publications au jour le jour. Donc, en l'espace de quelques jours, j'ai supprimé des centaines d'abonnements. Et dans le même temps, j'ai remarqué que mes publications n'avaient plus autant de réactions et je crois qu'elles ont été divisées par 2. Et donc j'ai cherché les causes de ce phénomène et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'apparaissais plus dans aucun hashtag que j'ajoutais à mes posts. Et c'est comme ça que j'ai appris l'existence de la terrible blacklist. Je publiais, mais en fait, il n'y a qu'une toute petite partie de mes abonnés qui voyaient mes posts. Et pour les personnes qui n'étaient pas abonnées à mon compte, je n'existais pas. Mes suppressions trop nombreuses sur un laps de temps trop court m'ont fait passer pour une personne mal intentionnée aux yeux de l'algorithme qui m'a donc puni, et je précise qu'à aucun moment je n'ai reçu de message pour me prévenir. C'est uniquement en me rendant compte que mes statistiques s'effondraient que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Alors, en cherchant des solutions, j'en ai trouvé une que je vous donne au cas où. Il a fallu que je me déconnecte de l'appli depuis mon téléphone et que je ne me reconnecte plus pendant plusieurs jours. Je crois que c'était 3 jours. Ça a réinitialisé mon compte et ça a supprimé les restrictions. Et voilà comment, par ignorance, on peut se faire pénaliser alors qu'on ne fait rien de répréhensible. Et sur ces mots, on passe au témoignage d'Emma qui nous raconte sa vision des choses. Bonjour à tous, je vais vous parler de ma propre expérience en tant qu'artiste professionnelle et débutante sur les réseaux sociaux pour mon activité en tout cas professionnelle. En premier, j'ai déjà remarqué que chaque réseau social a sa manière de fonctionner et donc les stratégies à mettre en place pour être visible sur chacun des réseaux sociaux est complètement différente. Je suis inscrite sur 4 réseaux, YouTube, Instagram, Facebook et récemment TikTok. Déjà parmi les 4 que je viens de citer, je suis vraiment active sur 2, donc sur YouTube et sur Instagram.
pour la simple raison que les stratégies d'approche étant différentes, il a fallu que je mette en place une routine déjà pour publier toutes les semaines une vidéo YouTube. Maintenant qu'elle est en place, je vais pouvoir me consacrer à développer Instagram et une fois que Instagram sera en place, je développerai Facebook et ensuite TikTok. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que quand on part de zéro, ce qui est mon cas, ce n'est absolument pas du tout facile d'être visible. Les réseaux sociaux mettent forcément en avant ceux qui sont déjà connus et populaires. Donc quand on arrive dans ces réseaux sociaux et qu'on se dit ça va être facile de trouver des gens qui ont la même passion que nous, eh bien si on n'est pas préparé mentalement, on sera vite déçu parce que c'est vraiment un marathon qu'il faut courir. Il faut de l'endurance et un mental d'acier et s'armer des bons outils comme par exemple le référencement naturel, je pense pour YouTube. Donc en clair, il faut vraiment être surmotivé pour développer ces réseaux sociaux en tant qu'artiste et à la fois être très fort mentalement parce que forcément, quand on propose de l'art, on est exposé aux critiques et bien sûr au jugement. Mais en contrepartie, quand certaines personnes commentent les vidéos, par exemple YouTube, pour nous remercier parce que la vidéo qu'ils ont regardée les a aidés, eh bien pour moi c'est une vraie victoire et un vrai cadeau parce que être artiste c'est savoir donner, c'est être inspirant pour les autres, c'est aussi pouvoir expliquer plein de techniques, donner des astuces sur les mélanges ou sur tout ce qui concerne l'art. En résumé, quand on est sur un réseau social, le mot partage est vraiment le mot clé. Et ce qui est génial, c'est que du coup, le partage est à double sens, puisque grâce au bouton s'abonner, au bouton j'aime et aux commentaires, les personnes qui nous suivent ou qui décident de nous suivre nous offrent une motivation sans faille. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Je vous ai donné mon avis en tant que créatrice, maintenant je vais vous donner mon ressenti en tant que spectatrice. Je trouve ça fabuleux de pouvoir avoir accès à autant de tableaux qui sont tous inspirants. Quand je regarde Instagram notamment, je trouve que c'est une chance incroyable de pouvoir accéder à toutes ces créations comme si on était dans une galerie d'art et chez nous. Et je ne peux qu'encourager les personnes qui hésitent à publier leurs tableaux parce que l'art c'est le partage et il n'y a rien de plus beau que de pouvoir partager sa passion à d'autres passionnés. Merci de m'avoir écouté, bonne journée à tous. Emma que vous pouvez retrouver sur ses réseaux sociaux via le nom de profil qui s'affiche, Link Art Stories. Merci beaucoup Emma pour ton témoignage très positif sur le fait de publier et de suivre des artistes sur les réseaux sociaux. Je te remercie particulièrement d'avoir évoqué le fait que chaque réseau a ses propres spécificités parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Alors il y en a certaines qui sont évidentes, comme le fait de publier des vidéos sur YouTube plutôt que des photos, mais il y en a d'autres qui sont plus subtiles. Les formats d'images idéaux par exemple ne vont pas forcément être les mêmes. Pendant longtemps sur Instagram, le format carré des images était vraiment très très recommandé. Et puis on peut aussi noter des différences au niveau des utilisateurs. Par exemple, en 2022, 94% des utilisateurs d'Instagram ont moins de 55 ans. Ou encore, 81% des utilisateurs de Pinterest sont des femmes. Et mine de rien, selon l'activité qu'on a, on peut utiliser ces données-là pour créer des publications plus adaptées à l'audience spécifique au réseau social. En tout cas, tu as bien raison de souligner le plaisir du partage que permettent les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Et ça, c'est une chance formidable de notre époque. Aujourd'hui, on peut tous apprendre des autres sans bouger de chez soi. Et on a tous la possibilité de progresser dans sa passion pour peu que l'on s'intéresse à ce qui se passe en ligne. On a beau dire que les réseaux ont beaucoup d'inconvénients et qu'il ne faut pas se laisser intoxiquer, il n'empêche que s'ils sont utilisés correctement, ils sont quand même exceptionnellement puissants à bien des égards. Et d'ailleurs, j'en profite pour partager avec vous mon histoire et la façon dont mon activité professionnelle s'est façonnée autour d'eux.
Mes premiers pas sur Internet se sont faits via la création d'un blog sur lequel je publiais mes dessins avec quelques étapes de leur avancée. Les blogs offrent la possibilité d'avoir un espace visible par les autres internautes, mais pour les faire venir sur cet espace, les choses ne sont pas si simples. C'est la raison pour laquelle j'avais souvent l'impression d'être un peu seule dans mon coin à publier des choses que personne ne regardait, ce qui n'était pas forcément très utile. Alors avant l'arrivée de Facebook en France, c'est via les forums de discussion que j'ai commencé à partager mes créations à des endroits où les humains étaient présents. Nous étions en 2008, j'apprenais à peindre, j'avais envie de partager mes progrès avec des personnes intéressées par mes sujets de prédilection, c'est-à-dire les animaux. Je m'étais inscrite à différents forums à thème, les chevaux, les chiens, les chats et aussi le forum de l'atelier magique qui permettait d'échanger avec d'autres artistes pour partager des conseils et des découvertes entre passionnés. La caractéristique de ces forums, c'est que les utilisateurs ont une passion commune, qui est donc le thème du forum, et qu'en général, leur nombre est limité. Si on échange régulièrement, on connaît à peu près tous les membres. Comprenez par là que pour échanger, c'est génial, parce que du coup, il y a une entente, il y a une dimension humaine, mais pour toucher une clientèle, on a vite fait le tour. Facebook est arrivé en 2013, je m'y étais inscrite à la base pour échanger avec d'anciens amis perdus de vue et aussi avec les étudiants de l'établissement scolaire que je fréquentais à l'époque. On avait la possibilité de créer des pages, ce qui a titillé ma soif d'entreprendre, parce que j'y ai vu la possibilité d'exposer mes dessins et de trouver des clients potentiels pour les acheter. Et ça a changé la donne parce que le nombre d'utilisateurs de ce réseau social augmentait de façon exponentielle. La vitrine était beaucoup plus intéressante que sur les forums et je n'avais pas besoin d'aller d'un site à l'autre pour exposer mes dessins puisque c'était les utilisateurs de Facebook qui venaient sur ma page. C'était vraiment le bon temps pour se faire connaître parce qu'il y avait encore relativement très peu d'artistes dotés d'une page, donc on bénéficiait facilement d'une forte visibilité. Facebook m'a permis de vivre de mon art pendant plusieurs années. C'était pas une vie aussi idyllique qu'il n'y paraît parce que mes tarifs étaient trop faibles. Je devais dessiner du matin au soir sans week-end ni vacances pour arriver péniblement à réunir un semblant de salaire, mais j'ai beaucoup appris et c'était le début d'une très 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 belle aventure. J'y ai mis tout mon cœur. Je publiais tous les jours, je publiais à un moment 2 fois par jour et je n'avais bien sûr pas toujours un nouveau tableau à montrer, mais je montrais ceux qui étaient en cours de création ou bien ceux qui venaient d'être encadrés ou encore je rajoutais une petite citation sur un ancien tableau. Bref, je faisais vivre ma page de manière constante, je répondais à tous les commentaires, à tous les messages. Et ma page a bien progressé. J'ai aussi sponsorisé mes publications pendant quelques temps, c'est-à-dire que je payais pour que Facebook diffuse mes posts à plus de personnes. Et aujourd'hui, la page a 95 000 abonnés. C'est le réseau sur lequel j'ai la plus grosse audience, c'est aussi celui que j'ai le plus délaissé. J'ai testé Twitter quelques mois, je n'ai pas accroché. Ça n'a jamais été vraiment un plaisir pour moi de publier sur ce réseau comme ça l'était sur Facebook. J'ai vraiment, sincèrement adoré Facebook, autant que je le déteste aujourd'hui, mais j'y reviendrai plus tard. En 2016, j'ai décidé d'investir YouTube. C'était au cœur de la période durant laquelle je dessinais constamment et j'avais besoin d'avoir un petit projet différent pour me changer les idées. Et ce projet-là était très connecté à mon activité puisque mes clients pouvaient ainsi voir comment leur tableau était créé. J'ai essayé d'utiliser mon audience de Facebook pour développer YouTube. Ça n'a pas très bien fonctionné. Ma chaîne a peiné à décoller, mais je n'ai jamais lâché. J'ai continué à publier coûte que coûte une vidéo par semaine parce que je m'étais prise au jeu de partager ce que j'apprenais pour aider les débutants à progresser. J'adorais la création de vidéos et je me disais que je pourrais aussi peut-être toucher des personnes qui ne peignaient pas forcément, mais qui pourraient aimer mes tableaux. Au final, ce sont vraiment les artistes amateurs qui se sont intéressés à mes vidéos et ce sont eux qui m'ont poussé à développer cette activité que je trouvais plus challengeante que les portraits sur commande. Le dernier réseau social que j'ai décidé d'investir est Instagram. Je ne compte pas Pinterest parce que j'ai fait quelques publications sur ce réseau, mais un peu comme Twitter, j'ai jamais trop accroché. Du coup, Instagram, c'était en 2017 que j'ai créé mon compte. J'ai eu envie de développer une vraie audience. Donc, j'ai commencé une série de publications quasi quotidiennes qui a duré jusqu'en 2020.
Les confinements qui ont suivi ont eu raison de mes petites habitudes et j'ai par ailleurs cherché à améliorer mes photos de mes créations qui se sont transformées en vraies petites compositions pour essayer d'attirer l'œil et qui me demandaient juste trop de préparation pour que je puisse envisager de faire ça tous les jours sans me lasser. En parallèle, j'ai totalement lâché mes publications quotidiennes sur Facebook puisque je fais beaucoup moins de portraits sur commande et que toute l'audience que j'ai construite était basée sur cette activité. J'avoue que j'ai été très déçue par la façon dont le réseau social a évolué, notamment au niveau de l'ambiance générale. J'ai constaté une dégradation de la bienveillance des personnes qui commentent les publications d'autrui, et je ne parle pas spécifiquement des miennes. Je ne sais pas si ça a changé depuis, parce que c'est vrai que je mets plus trop les pieds sur Facebook, mais je trouvais qu'il y avait énormément de pseudo-justiciers qui cherchaient à dénoncer quelque chose, et peu importe si c'était avéré ou pas, et qui créaient du scandale en fait, pour tout et pour rien, surtout dans le domaine des animaux. Alors après, c'est celui que je connaissais, il y en a peut-être dans d'autres domaines, mais quoi qu'il en soit, moi qui adorais prendre part aux conversations, c'est devenu franchement pesant et j'ai perdu tout mon attrait pour Facebook il y a maintenant plusieurs années. Nous voilà fin 2022, je publie une vidéo par semaine sur YouTube, comme c'est le cas depuis la création de ma chaîne. Je publie une fois par mois et encore sur Facebook et une fois par semaine, voire tous les 10 jours sur Instagram. Par contre, j'essaie de faire des petites stories plus souvent pour partager avec vous certains aspects de ma vie de tous les jours. Et c'est encore ce qui me plaît le plus parce que ça me permet de maintenir un lien que je trouve beaucoup plus intéressant que l'éternel « voilà ce que j'ai peint, est-ce que vous aimez ou pas ?» Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la période durant laquelle je publiais constamment était nécessaire professionnellement, mais elle était usante. Même si ça me faisait plaisir, même s'il y a un côté très galvanisant à voir la mayonnaise qui prend, parce que j'ai un goût très prononcé pour l'entrepreneuriat, donc je me prends vite au jeu, ça reste usant. Les algorithmes sont faits pour nous pousser à vérifier notre application tout le temps. Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir, une nouvelle publication de quelqu'un que l'on suit, un nouveau message privé, un nouveau commentaire, un nouvel abonné. Et ce qui est fun et gratifiant quand on le fait de façon sporadique, ça peut devenir franchement envahissant quand ça devient une habitude de chaque instant. Il y a beaucoup d'artistes qui sont des personnes introverties, qui ont un monde intérieur riche, qui trouvent que c'est plus facile de passer beaucoup de temps sur Internet pour construire une légitimité plutôt que de sortir de chez eux et de socialiser avec des personnes réelles, moi la première, mais le monde virtuel, ça peut devenir un stress quand tout ne se déroule pas comme on l'aimerait, et le fait est que les choses ne se déroulent jamais comme on l'aimerait parce que dans la plupart des cas, on n'en a jamais assez. C'est pour cette raison qu'il y a des utilisateurs qui passent des heures à éplucher Instagram pour laisser le plus de commentaires possible parce que c'est valorisé par l'algorithme et qu'ils espèrent avoir de nouveaux abonnés. Certains de ces utilisateurs n'ont même pas d'activité professionnelle basée sur Instagram. Ils agissent ainsi pour d'autres raisons que seuls connaissent. Après, chacun ses objectifs, mais il me paraît important de faire la part des choses et de savoir reconnaître ce qui est vraiment important pour nous, ce qui mérite notre temps et notre attention, parce qu'on n'est que de passage sur cette planète. Et il faut qu'on profite de ce qui compte réellement. Bon, moi j'ai toujours été très mauvaise pour l'aspect participation et commentaires laissés aux autres. Quand je commente, c'est parce que j'ai vraiment été touchée par une publication ou que j'ai vraiment envie d'encourager une personne, donc c'est peut-être plus facile pour moi de dire ça. En plus, maintenant, mon activité est bien installée de toute façon, donc c'est vrai que je ne ressens pas de pression pour booster mes statistiques et du coup, j'utilise ce temps pour faire des choses qui sont plus importantes pour moi. Moi, ce que je reproche le plus aux réseaux sociaux et particulièrement à Facebook et Instagram, c'est la façon dont le contenu sponsorisé est omniprésent. Le pourcentage d'abonnés qui voient réellement ce que l'on poste est ridicule pour nous pousser à payer pour le diffuser. Ok, ça c'est une chose. Mais en tant qu'utilisatrice, je trouve que c'est juste
insupportable parce que quand je parcours mon feed, j'ai l'impression de ne voir que du contenu sponsorisé de personnes que je ne suis pas. Des publicités pour des produits ciblés selon mon âge et mon genre, donc autant vous dire que j'ai droit à toutes les pubs imaginables sur les protections périodiques, sur les cosmétiques et tout ça au détriment de ce qui m'intéresse réellement. Et ça, c'est vraiment mon plus gros regret parce que en dehors de ça, c'est une fenêtre sur les artistes du monde entier et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment inestimable. Ce que je préfère en tant qu'utilisatrice, c'est avoir la possibilité, comme le disait Emma, de visionner des œuvres d'art comme si je visitais une galerie gigantesque. Je découvre des artistes, des styles, des visions, et cette inspiration a fait évoluer mon art. Si je manque de motivation, je sais qu'un petit tour sur Instagram m'aidera à la retrouver. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les réseaux sociaux et sur leur impact sur notre art, notamment le fait de choisir de peindre des sujets ou de peindre avec des techniques qui sont à la mode et non pas qui nous parlent particulièrement, mais je me dis que ça nous fera un bon sujet de discussion dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre expérience. Avez-vous déjà choisi de peindre un sujet par espoir d'obtenir plus de réactions, plus que pour ce qu'il représente réellement pour vous ? On se retrouve dans le prochain épisode pour discuter d'une autre activité créative qui est celle de l'écriture, et plus particulièrement l'écriture de romans. Si vous avez de l'expérience dans ce domaine, n'hésitez pas à nous faire un petit message vocal que je me ferai un plaisir de diffuser. Vous pouvez nous parler de ce que vous écrivez ou nous donner vos meilleurs conseils. Par exemple, comment trouvez-vous l'inspiration pour inventer des histoires ? Comment publier son premier roman ? Tout ce que vous pourriez juger utile. Votre message vocal devra faire 5 minutes maximum et être envoyé à l'adresse qui s'affiche podcast@créeraveccindy.com. Et en attendant ce prochain épisode, mes chers amis Instagrammeurs, bonne publication à tous et à très vite.